Bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Nous parlerons de l'accord de Paris, de son anniversaire, après, en commençant la table ronde. Je voudrais juste vous dire en introduction deux choses. La première, c'est que l'alimentation ne fait pas l'objet d'un article précis de l'accord de Paris. Simplement, l'alimentation est citée dans les attendus de l'accord de Paris, et je vous lirai tout à l'heure exactement ce qu'elle dit, ce que dit le paragraphe. Il faut bien dire que nous n'avons pas eu dans les différentes COP beaucoup d'attention en l'occurrence. Mais heureusement, avec toutes sortes d'établissements de recherche, n'est-ce pas, cher Philippe, il y a au niveau des chercheurs d'une part, et aujourd'hui beaucoup au niveau des ONG, et quand même maintenant au niveau du gouvernement, de plus en plus d'attention aux émissions d'effets de serre, de CO2 par l'agriculture, qui évidemment ont un lien très important avec l'alimentation et la manière dont on s'alimente. Et d'ailleurs, c'est justement lié au comportement alimentaire dont on parlera tout à l'heure. Alors, on va en parler tout à l'heure, mais j'ai le plaisir de vous accueillir avec Sadi Lalou, qui est notre directeur de l'Institut d'études avancées. Et Sadi, depuis très très longtemps, non, quand même depuis 4 ans maintenant, 3 ans, 4 ans, 3 ans, 4, voilà, donc j'avais raison la première fois, mène un programme qui s'appelle le Socioscope, et on va faire un petit peu le contraire de d'habitude, c'est-à-dire au lieu de faire la théorie et l'application, on va faire l'application et la théorie aujourd'hui, parce que nous allons vous montrer ce qu'est ce programme, et ce programme m'est très cher parce que je pense que de plus en plus, c'est les sociétés civiles maintenant, avec l'essoufflement, à cause en particulier de la situation mondiale, avec l'essoufflement des négociations climatiques, la société civile doit faire sa part. C'est d'ailleurs pour ça que cette année, à la COP 30, il y a eu tous ces engagements sur ce qu'on appelle la transition juste. Et en fait, la manière de s'alimenter, la manière d'innover en alimentation fait partie de la transition juste. Et nous, ici à l'IEA, grâce à Sadi et grâce aussi à un groupe de chercheurs dont il vous parlera, dont une très, très célèbre qui est Ilya Novotny, nous avons un programme tout à fait important qu'il va vous décrire. Et ensuite, nous discuterons ensemble avec Marie-Laure Moore, qui est présente, et notre président de l'INRAE. Merci encore, Philippe, d'avoir mis ce E à l'INRA. Tu sais combien je t'en suis reconnaissante, moi. Voilà. Eh bien, nous allons donc nous parlerons un petit peu de la veille de l'avant-veille de l'anniversaire de l'accord de Paris, de ce qui s'est passé à Belém, ou de ce qui aurait dû se passer, ou ce qui devra se passer ensuite à propos d'alimentation et d'agriculture. Alors, Sadi, je te cède la parole. Chère Bettina, chère présidente, merci. Je suis très heureux de pouvoir discuter avec vous ce soir de ce projet qui est un projet collectif, et nous aurons l'occasion de discuter tout à l'heure avec Marie-Laure, Philippe et Bettina. Alors, c'est l'anniversaire le 10e anniversaire de l'accord de Paris. Je n'insisterai pas là-dessus parce que je ne suis pas un grand expert de l'accord de Paris. Nous aurons l'occasion d'en discuter, mais vous savez quand même que c'est lié à la question du changement climatique. Je vous rappelle ici l'évolution récente est certainement due à nos activités humaines de l'élévation de la température. Très vite aussi, pour vous rappeler aussi que l'empreinte carbone vient en grande partie aussi de ce que nous mangeons et de tout ce que nous avons mis en place pour cela, donc la filière agroalimentaire.
cette filière qui se caractérise non seulement par de la production de CO2, mais aussi de méthane et de protoxyde d'azote, et qui a un certain nombre de conséquences, je dirais, pas très agréables sur l'évolution de l'écosystème planétaire, comme vous le savez, toutes et tous. Et donc, une des choses que nous savons tous, c'est qu'il faut une transition vers un système alimentaire plus durable, non seulement en raison du changement climatique et des émissions de gaz à effet de serre, mais des différentes pollutions que provoque notre filière et notre alimentation, de son impact sur la biodiversité, de son impact sur la santé, du problème des limites planétaires, et puis aussi des inégalités et des questions d'économie, je dirais, non durable qu'apporte cette filière. Alors, on m'appelle d'habitude le prophète de mauvais augure et comment dire, la personne qui met les étiquettes sur les bureaux. Quand j'étais fellow ici, avait marqué Sadi Lalou DPD. Et un visiteur qui arrivait me dit mais qu'est-ce que c'est? J'étais pas au courant, je sors, je vois l'étiquette et je ne savais toujours pas. Et donc je suis allé demander à Bertrand, parce que c'est lui qui fait les étiquettes, il a rigolé, il m'a dit ah, DPD, Dark Prophet of Doom. Bon. Mais alors, justement, aujourd'hui, je voudrais vous dire que cette fameuse transition dont nous parlons tous et que nous espérons, en fait, elle est en cours. Et il y a littéralement des millions d'initiatives qui essayent de faire que nous ayons un système alimentaire plus durable. Et c'est précisément ce que nous voulons étudier avec ce projet que je vais vous présenter aujourd'hui et qui essaye de comprendre comment on peut aller vers la durabilité en observant simplement ce qui se passe, en prenant un certain nombre d'études de cas. Et ce que nous essayons de comprendre, ce sont les mécanismes de transition d'abord des entreprises ou des organisations elles-mêmes et la manière dont elles peuvent faire un système plus durable. J'insiste sur cet aspect systémique puisque il y a vraiment deux choses dans la transition. Il y a la transformation de chacune des organisations. Ça serait tout simple si on partait de zéro, si vous voulez, mais la difficulté, c'est la transformation. J'ai pris l'exemple de cet animal qui est un peu emblématique de la transition du milieu aquatique au milieu terrestre, là, un tiktaalik, mais qui a des caractéristiques intéressantes puisque c'est la première fois qu'on voit un coup, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il est capable de tourner la tête de droite à gauche, ce qui n'est pas nécessaire en milieu aquatique, mais aussi toute la question du système qui est en train de se mettre en place. Alors, comme l'a dit Bettina, l'Institut d'études avancées, dont les membres sont les principales universités parisiennes et qui est grandement soutenu par la ville, qui d'ailleurs nous loge agréablement dans ce bâtiment dont la décoration discrète n'a pas manqué de vous frapper. Et nous travaillons nous sommes un lieu où ces institutions travaillent et font le lien avec le meilleur de la recherche internationale que nous hébergeons ici. Et nous avons un certain nombre de projets qui sont des projets collaboratifs. Je ne les détaillerai pas tous, mais le Socioscope fait partie de cela. Alors, qu'est-ce que nous essayons de faire avec ça? Nous essayons de comprendre les changements sociétaux, nous essayons de comprendre la dynamique des micro-initiatives locales, de la transition macro-systémique et en prenant en compte aussi toutes les structures intermédiaires, les structures méso, qui sont des structures de gouvernance, des associations, des programmes, des unions, des syndicats. Pour cela, nous avons mis au point, dans la première phase de ce projet, nous sommes à mi-parcours, nous avons mis au point un instrument de collecte de données qualitatives à grande échelle. Nous avons ramassé des études de cas que je vais vous décrire un petit peu. Nous avons une chaîne de traitement utilisant des modèles d'intelligence artificielle pour traiter toute cette masse de données. Et nous avons un cadre d'analyse qui permet d'analyser les interactions au niveau systémique. Alors, vous voyez vraiment ici, je pense que c'est un exemple intéressant de recherche en train de se faire, de recherche transformative aussi, puisque on essaye de lancer avec nos membres cette façon de faire de la recherche qualitative à grande échelle, ce qui était impossible jusqu'à présent, mais qui est devenu faisable avec justement les techniques à base de machine learning, d'intelligence artificielle, de grands modèles de langue. Et
Nous n'avons pas, en théorie, commencé l'analyse, nous avons simplement recueilli les données. Évidemment, on n'a pas pu s'empêcher de regarder un petit peu et tester, donc je vous en parlerai un tout petit peu. Mais donc, vous voyez ce qu'est la recherche en train de se faire, et c'est un bon exemple, je pense, de ce qui se fait. C'est une des centaines ou des milliers de recherches sur le domaine. On a bien compris au niveau de la recherche qu'il fallait faire une transition, et les universités, les grands organismes comme l'INRAE travaillent d'arrache-pied et font des choses tout à fait extraordinaires. Et je vous montre ici une petite brique de cet immense système de recherche qui essaye de faire en sorte que notre société se change vers un monde durable et meilleur. Et je trouve que c'est assez amusant de voir la recherche en train de se faire. Alors, qu'est-ce que nous avons ramassé? Donc, 700 études de cas environ. Vous voyez ici par pays où on en était en octobre. Des types d'initiatives qui sont très variées, qui vont des fermes jusqu'aux grosses industries agroalimentaires, en passant par des municipalités, des consultances, des programmes, des entreprises de recherche, des réseaux, des coopératives, etc. Et c'est un échantillon qui ne cherche pas à être représentatif, ça sera vraiment difficile, mais qui cherche, non pas qui cherche à avoir la diversité de toutes les formes d'interaction possibles et de transactions qui ont lieu dans cette filière alimentaire. Et l'originalité, c'est qu'on ne s'intéresse pas seulement à la filière en elle-même, c'est-à-dire production, transformation, consommation, etc. On s'intéresse aussi à tout ce qui alimente cette filière, qui fait partie d'un système, qui peuvent être aussi les gens qui vont fournir, je sais pas, les équipements, l'information, la recherche, et ainsi de suite. Et aussi, évidemment, l'insertion dans le tissu social, économique et politique à travers les municipalités et autres. Donc, vous voyez ici une répartition par continent. Voilà un petit peu à quoi ça ressemble. On a essayé de classer vaguement, et je reviendrai sur ce vaguement, les cas, les initiatives telles qu'on les appelle, puisqu'elles sont très diverses. Ça peut être des entreprises ou voire des programmes. Vous voyez qu'on a quand même beaucoup de petites fermes, etc. Mais ce qui est intéressant et qu'on a découvert avec intérêt, qui se connaissait un peu dans la littérature, mais ça nous a frappé, c'est que ça, je dirais, c'est la première classification. Mais en général, toutes ces initiatives font d'autres choses en même temps. C'est-à-dire que c'est pas seulement des fermes, par exemple, ils vendent aussi, ou ils transforment, ils essayent d'éduquer. Et donc là, vous voyez ce qu'est le deuxième codage, si vous voulez. Et il y en a même qui font encore d'autres choses. Ce qui fait que sur les 700 initiatives que nous avons, qui sont, d'un point de vue juridique, 700 entités juridiques, nous avons en fait beaucoup plus que ça, pratiquement le double d'entités. Et c'est une caractéristique très intéressante de ce que sont les organismes en mutation, parce que nous verrons que, un petit peu comme cet animal que je vous montrais là, il faut être capable de vivre à la fois dans deux systèmes. Le système actuel, sinon vous ne survivez pas, mais en même temps la préfiguration du système futur. Et donc ça pose un certain nombre de contraintes et de formes d'existence qui sont intéressantes à observer. Alors, qu'est-ce qu'on fait et comment est-ce qu'on ramasse des données? Alors, si vous connaissez un petit peu la littérature dans ce domaine, il y a énormément de travaux très intéressants. Il y a plusieurs approches. Il y a l'approche quantitative qui essaye sur de grands échantillons de récupérer toujours les mêmes données, d'en tirer des vérités statistiques. Et puis, vous avez les approches plus qualitatives qui sont des approches avec un petit nombre d'études de cas où on va sur place, on essaye de voir très en profondeur comment ça marche. Chacune a ses avantages et ses inconvénients, mais la difficulté quand on veut comprendre comment fonctionne un système, c'est qu'il nous faudrait voir beaucoup d'entités et en même temps qu'elles soient étudiées de manière très approfondie. Et ça, jusqu'ici, on ne pouvait pas, tout simplement parce que ça prend beaucoup de temps de recueillir les données et puis de faire l'analyse sur les données qualitatives. Ce qui fait que quand vous avez des études dites qualitatives, en général, vous avez quoi, 1, 2, 10 parfois 15 ou 20 cas, et on ne va jamais tellement plus loin, alors que, comme vous allez le voir, il y a une grande diversité. Donc, si on veut tirer des conclusions générales, il en faut beaucoup plus que ça. Et c'est donc ce que nous avons été amenés à mettre en place. Mais pour ça, il faut avoir, d'une part, des protocoles assez rigoureux qui permettent de comparer tout ce que vous récupérez dans les différentes entités, quel que soit le pays, la forme, etc. Et puis, en même temps, quand vous intéressez à des initiatives qui sont intéressantes,
eh ben, c'est des gens qui en ont éventuellement un petit peu marre de vous expliquer ce qu'ils font, hein. Ils ont autre chose à faire, ils ont leur boulot, et puis ils ont déjà éventuellement été vus par d'autres chercheurs ou des journalistes. Et donc, la question qui se pose, c'est, vous voulez avoir beaucoup d'informations avec des gens qui ils voient pas particulièrement d'intérêt. Pourquoi je vais passer une journée à discuter avec ces gens qui ont l'air très gentils, mais j'ai autre chose à faire. Et donc, nous avons été amenés à mettre en place, après des essais qui nous ont pris pratiquement 1 an de proof of concept, un système qui est un système à 2 niveaux. On met en place un système de relation avec ce que nous appelons un contrat social, c'est-à-dire que on donne des choses en échange de l'information qu'on récupère, et on donne de la légitimité, on donne l'accès à une communauté de savoir et de pratique où les gens peuvent échanger des choses et apprendre des choses. Et donc, quand on va voir les gens, on va faire pour eux une vidéo qui décrit ce qu'ils font, qui peut être un peu promotionnelle si on veut, c'est pas de la publicité, mais ça leur permet de se faire connaître. Et puis, on leur donne accès à ce que nous avons mis en place, qui est la communauté du Socioscope, dans lesquelles ces gens peuvent correspondre les uns avec les autres, se retrouver qui fait quoi, être prévenus automatiquement s'il y a des gens qui lancent une initiative qui les intéresse, etc. Ça, c'est la partie du haut. Et puis, en fait, nous, quand on va les voir, on récupère beaucoup de données. On fait des films, on les interviewe de manière très très précise, on leur demande la liste des gens avec qui ils ont des interactions, quelles sont ces interactions, leurs problèmes, leurs difficultés, comment ils les ont résolus, leurs motifs, leurs valeurs, etc. Et ça, c'est ce que nous récupérons pour l'analyser, et autant la partie du haut est publique, autant la partie du bas est privée. Et donc, ce que nous récupérons sur un cas, c'est tout ça, c'est-à-dire tout un tas de choses qui d'abord tracent les interactions que nous avons avec le cas, pour que ça soit fait proprement. Ensuite, les données qui sont collectées, qui vont être de nature très diverse, qui peuvent être des interviews, qui en général durent au moins 2 heures. Ensuite, nous avons aussi ce qu'on appelle un débrief, c'est-à-dire que nous faisons une autre interview de la personne qui est allée interviewer sur le terrain. Ça nous permet d'apprendre des tas de choses sur le contexte et de récupérer ce qu'on appelle le savoir tacite, c'est-à-dire que ce que les gens ont appris en allant là-bas sur place. Et puis, nous avons tout ce que nous tirons de l'analyse des réponses, et petit à petit, nous incrémentons toutes ces informations. Comme vous le voyez, c'est assez gros. Il y a des cas, je prends ici le cas d'une grosse firme colombienne, au-delà du milliard d'euros de chiffre d'affaires, où on a analysé très très en détail, étape par étape, tout ce qu'ils faisaient avec le coût des matières, tout en direct avec leur système d'information. Donc, le niveau de détail que nous avons peut être variable, mais quelquefois, il est très, très approfondi. Il y en a, c'est plus superficiel, mais dans certains cas et dans certaines régions, j'y reviendrai, qui sont des régions test, nous allons extrêmement loin dans le recueil des données. Nous essayons de bien comprendre le système local. Donc, vous voyez que nous avons une espèce d'iceberg, la partie visible, qui est publique, et qui sert au réseau lui-même, et puis toute la partie cachée, qui est celle sur laquelle nous travaillons. Et évidemment, nous ne laissons pas sortir ces informations qui sont, d'un point de vue commercial, stratégique, technique, etc., des informations qui sont critiques et que, évidemment, ces institutions que nous visitons n'ont pas forcément envie de voir diffuser. Et c'est cette partie-là, enfin ces 2 parties que nous analysons avec nos chaînes de traitement. Donc, je vais vous montrer très rapidement, pour donner un petit peu de chair à ça, ce que ça donne. Donc, ça, c'est la partie. Il y a une page web en fait que nous leur donnons. Ils ont la libre utilisation de cette page. Ils peuvent la changer. Je vais vous donner un exemple ici, qui est un exemple au Kenya. Ça, c'est un exemple si vous allez sur le site, vous verrez plein de vidéos comme ça. Il y en a encore 200 dans le tuyau actuellement, c'est ça, à peu près. Je parle sous votre contrôle, les amis, mais ouais. Des fermes d'insectes qui produisent de l'engrais et de la protéine d'insectes.
So my name is Muthike Jennifer. I'm the founder of Doodle Masters Limited. Professionally, I'm an entomologist by profession and currently pursuing my master's in business creation at the University of Utah. Doodle Masters is an insect technology farm where we are producing organic fertilizer and insect protein from waste. The main product that we are offering here at Doodle Masters is organic fertilizer that we call Kijani Vermicompost. This is fertilizer that has been made by insects. It comes from organic waste that is introduced into the insects. They feed on it, they clean up all the diseases, and they provide the good bacteria and the good fungi that is needed for our soils. We do offer services as Doodle Masters. Our main services is the design and setup of a fully integrated insect farm. So in case you're a farmer who's struggling with waste in your farm and you'd like to find a solution on how to manage it using the insect, we provide a fully integrated insect farm for that. We also train. We train farmers here. We train women in their women groups. We train men in their men groups, and also youths here in Kenya. We've been offering trainings to them on how they can do insect farming and introduce it in their farm ecosystem so that they can be able to cut down on their cost of production and also increase their profit margins. Number one is through waste management. There's a lot of organic waste in our farms and also in landfills out there in municipal towns and all. And this waste is not very well managed. So through insect farming, we are being able to manage the waste, and that is generally improving the food system. Another thing that we are working towards improving the food systems is through the soil. We believe that the soil is the root actually of the food system. So what we are doing is we are providing now the organic fertilizer that helps in bringing back the nutritional and also the most microbial activity that is needed by the soil. So the Kijani Vermicompost that we produce adds up the biology that is needed in your soil. With the right biology, the soils become healthy. The plants that you get out of that soil are also healthy, and the people are healthy. Our goal basically is just to ensure that everybody out there receives affordable and nutritious meals. Affordability is being brought about by cost of production with the farmers. So for example, when a farmer uses our products, that is the insect protein and also the organic fertilizer, they're able to cut down their cost of production by up to 70%. So cost is very key for us there. The main obstacle that we have encountered so far has been lack of awareness out there. There's that lack of awareness. People do not know about insect farming. People do not know how to go about it. They just hear stories. There are those who fear insects. So there's all that huge knowledge gap between what we are doing and getting it to the right market out there. I would say that's the main challenge so far. So we are currently collaborating with fellow producers, fellow insect producers through associations so that we can be able to rally and also send the message out there collectively. We also work with the government to be able to also send the message to the government that really what our farms or what our soils require is the organic treatment from products like now the Kijani Vermicompost. So my advice to a farmer who would like to set up such an insect farm is first learn, be trained on how to go about insect farming. I know there are so many YouTube videos out there on how to do it, but you find that people are sending out wrong information out there on YouTube. So get somebody who can be able to train you and take you through each and every stage of insect farming. We offer that as Doodle Masters, and we are so competent at it. Entendu, donc vous voyez, c'est quelque chose qui permet à l'initiative de se mettre en valeur, voire même de se faire un peu de pub. Et ce qui nous permet, nous, d'avoir un très bon contact avec ces gens et un contact continu, puisque, comme je vais vous l'expliquer, nous allons essayer de garder le contact avec ces initiatives pour les panéliser. Alors, c'est là que ça devient intéressant d'un point de vue méthodologique, si vous voulez, c'est que pour obtenir des cas comme ça, on en a 700 quand même, hein, dans 35 pays, comme vous l'avez vu. Et donc, pour obtenir des choses qui sont comparables, il faut avoir des méthodes qui sont assez rigoureuses et une organisation qui ne correspond pas en fait à ce qu'on a pour le moment chez les gens qui font de la recherche qualitative, où c'est un peu de la cottage industry, si vous voulez. Moi, j'ai fait ça toute ma vie. Et on va sur le terrain, on va récupérer les informations, on fait son
analyse, son rapport. Mais du coup, on en fait une douzaine. Mais si on veut comparer avec quelqu'un qui fait la même chose dans le pays d'à côté, on n'a pas les mêmes méthodes. Enfin, du coup, c'est impossible de faire des comparaisons propres. Et donc là, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place des protocoles qui sont assez rigides, tout en restant très ouverts. Donc, rigide et ouvert, c'est pas facile. Et avec, par exemple, des films de formation, avec un entraînement, avec des protocoles. On a 50 pages de protocoles. On leur apprend à servir de la vidéo pour que les vidéos faites sur le terrain soient faites proprement, leur fournir le matériel, etc. Bon. Et vous voyez, on suit pas à pas avec une équipe centrale ici et puis des relais sur le terrain qui eux-mêmes sont des relais avec les enquêteurs sur place qui vont dans les sites. Il y a tout un système de repérage, de validation au niveau central pour vérifier que ça correspond bien au type d'initiative qu'on cherche à obtenir. Il y a obtenir l'accès et on suit pas à pas, littéralement, est-ce que le premier rendez-vous a été pris, est-ce que les gens sont allés sur place, qu'est-ce qui a été remonté, est-ce qu'il y a besoin de retourner, et on suit vraiment étape par étape. Ensuite, la remontée de l'information, une première remontée d'information, on vérifie qu'on a bien ce qu'on voulait à l'intérieur des interviews, mais pour ça, il faut l'avoir retranscrit automatiquement et puis traduit, parce qu'on a 9 langues actuellement dans le corpus, et ensuite, il y a cette interview avec la personne qui a fait l'enquête pour clarifier, par exemple, que veulent dire les sigles, comment s'écrivent les noms propres, qu'est-ce que c'est que cette association qui a été mentionnée, etc. Et on apprend aussi des tas de choses sur l'environnement légal, technique, financier, etc. de ces cas. Et puis, il y a la partie gestion du contrat social, si vous voulez, c'est-à-dire faire le film, vérifier que les gens sont d'accord avec le film, qu'on a les consentements informés, le droit à l'image, etc. Il faut payer tous ces gens-là, c'est-à-dire les intervieweurs, les intermédiaires, avoir la série de contrats. Donc, il y a une véritable armada de procédures, tout ça avant d'avoir des données qui sont utilisables et qu'on va ensuite traiter et puis archiver. Et derrière ça, évidemment, on est obligé de mettre en place toute une infrastructure de recherche qui va être une infrastructure à la fois technique, qui sont les bases de données, les systèmes de récupération, les réseaux, la sécurité, mais aussi une infrastructure juridique, une infrastructure RH, une infrastructure technique, des systèmes de contrôle en cascade, ainsi de suite, avec donc des juristes, des spécialistes d'intelligence artificielle, de la sécurité, de l'informatique, et j'en passe. Voilà. Et si vous voulez voir, par exemple, le cas que je vous ai montré, la Doudou Masters, eh ben, le repérage de l'initiative a été fait en mars 2025 et c'est seulement, je dirais, vers fin septembre qu'on a réussi à boucler tout ce qu'il fallait, c'est-à-dire y compris la récupération de la validation de la vidéo par la personne que vous avez vue et ainsi de suite. Alors, j'insiste un tout petit peu là-dessus parce que on est face à des difficultés qui sont des difficultés planétaires hein, en termes de changement de système. Et pour comprendre ce qui se passe, il faut analyser au niveau systémique. Hein. Et l'analyse au niveau systémique, pour être tout à fait honnête, on sait faire un peu ces choses-là dans le domaine de la physique hein, ou de la chimie, mais dans le domaine des sciences sociales, de l'économie, de la gestion, c'est encore work in progress, comme on le dit pudiquement. Vous avez des organismes immense et avec des chercheurs extraordinairement compétents qui travaillent sur ces choses-là, mais c'est un gros boulot. Hein. On ne va pas faire le changement comme ça en claquant des doigts, parce que rien que pour comprendre ce système qui est très complexe, il y a pas mal de travail. Et donc là, ce que je vous donne, c'est une espèce comment dire, d'aperçu de ce qu'est le travail technique qui est nécessaire pour que petit à petit on arrive à comprendre et à recommander ce qu'il faudrait faire pour aider, pour réguler ces différentes structures qui sont en transformation. Philippe qui est là et qui dirige je ne sais combien de programmes qui sont du même type pourrait vous expliquer que c'est vraiment compliqué, mais que par contre on avance et on avance vraiment bien. Alors, juste pour vous montrer un petit peu un extrait, le suivi des cas, et donc on en a suivi littéralement des milliers, parce qu'on ne les prend pas tous, hein, on sélectionne. Pour chaque cas, on va avoir des espèces de grands tableurs. Là, je vous montre un extrait, mais le tableur, imaginez qu'il se prolonge jusqu'au mur, hein, avec chaque fois dans les colonnes, qui a fait quoi, quand, à quelle date, quelle était la qualité du matériau recueilli, et ainsi de suite, pour qu'on puisse tracer tout ça.
Et on a des systèmes de contrôle de qualité. Vous avez ici un petit extrait, c'est-à-dire que au fur et à mesure que ça remonte la filière, ces informations sont contrôlées pour savoir si on a bien récupéré ce qu'il fallait ou pas, et ce qu'il faudra récupérer la prochaine fois qu'on passe les voir. Hein. Et donc ça, le recueil de données proprement dit, ça a mobilisé une centaine de personnes, dont l'essentiel, comme vous voyez ici, était quand même les gens qui sont sur le terrain. J'ai mentionné tout à l'heure, Bettina, tu as mentionné Elga Novotny, qui est la co-PI et qui est au Complexity Science Hub de Vienne, qui est, je pense, l'organisation qui est la plus avancée dans la modélisation des systèmes complexes, qui n'est pas là aujourd'hui, mais avec qui on a préparé cette présentation. Et vous voyez qu'il y a pas mal de gens qui sont dans la mise en place de ce système. Tout ça, par exemple, c'est la cellule intelligence artificielle. Enfin, ça demande pas mal de boulot. Alors, où en est-on actuellement? Eh ben, on va déjà continuer à recueillir quelques données pour pouvoir suivre dans le temps ces différentes initiatives, en tout cas une partie d'entre elles. Et donc, on va essayer de panéliser l'échantillon de 700 qu'on a, ou du moins la partie qui acceptera de l'aide, c'est-à-dire que on va pouvoir revenir vers eux pour demander des informations supplémentaires. On va essayer de faire ça en ligne. On est en train de tester des systèmes dans lesquels les gens pourront rentrer eux-mêmes les données en s'aidant d'interfaces avec des modèles de ce que vous connaissez un petit peu, les chatbots d'intelligence artificielle. Hein. On va aussi surtout récupérer des données supplémentaires sur ce qu'on appelle le niveau méso, c'est-à-dire par exemple des municipalités ou des syndicats de branche, ou d'une manière générale, non pas les initiatives eux-mêmes, mais la manière dont elles se sont groupées pour pouvoir avoir une influence politique ou économique, ou les entités dont c'est le travail de faire la régulation du système. Et là, je pense ici aux agences. J'ai un petit bruit bizarre là, non, vous entendez ce sifflement, c'est juste moi, non? Un tout petit peu. Bon, je vais essayer de parler plus loin. Voilà. Et donc, et puis, on a plusieurs, ce qu'on appelle des zones de transition, qui sont des zones d'intérêt particulières, où on va beaucoup plus en profondeur, essayer d'avoir une grande partie des éléments du système, c'est-à-dire à la fois les producteurs, les distributeurs, les cantines scolaires, mais aussi la municipalité, les programmes, etc. Aarhus au Danemark, la municipalité de la région d'Aarhus, Brede-Vallée en Afrique du Sud, la région de Dijon, en collaboration avec l'INRA, où ils font un travail absolument magnifique. Et puis, une chaîne de valeur en Colombie. On n'est pas complètement décidé pour savoir si ça va être la chaîne du cacao, celle du café ou des boissons. Et on va étudier aussi, en passant, le rôle de la science, parce qu'on s'est aperçu en passant que dans pratiquement toutes ces initiatives, eh ben, il y avait un input d'une manière ou d'une autre de la science, parce qu'en général, c'est des initiatives qui sont obligées de faire des choses différentes, donc ils se renseignent, et il y a un besoin d'innovation qui est rempli par un appel à la science. Alors, jusqu'ici, ça va, vous suivez, c'est à peu près clair ou Bon. Je vous ai parlé jusqu'ici en fait de la partie récupération des données, c'est-à-dire celle-ci. Hein. Maintenant, je vais vous parler un tout petit peu de la partie qui est là, c'est-à-dire comment est-ce que tous ces trucs-là, on le traite. Hein. Qu'est-ce qu'on en fait et comment on fait de la recherche qualitative à grande échelle. Alors, on a des chaînes de traitement, c'est-à-dire qu'on va récupérer quoi au début? On va récupérer de la vidéo, de l'audio, comment dire, du HTML qu'on a scrappé sur leur site, des documents qu'ils nous ont donnés, qui sont des photos, qui sont des documents papier, qui peuvent être des documents numériques. Donc on a tout un tas de bazar. Et ça, il faut qu'on le documente, c'est ce que je vous montrais tout à l'heure, et puis il faut qu'on le transforme dans une matière unique hein, et propre, qui va être de la langue naturelle. Pour le moment, on a transformé tout ça en anglais. On pourrait travailler dans n'importe quelle langue, mais on a choisi l'anglais parce que les outils marchent bien là-dedans. Et une fois qu'on a cette espèce d'énorme corpus d'informations sous une forme linguistique, on va attaquer le corpus pour récupérer des informations à l'intérieur, c'est-à-dire ce qui nous intéresse. Et donc ça, c'est le schéma de ce qu'était notre proof of concept, parce qu'on a quand même essayé de voir un petit peu si ça marchait ou pas depuis maintenant 2 ans. Et on est actuellement en train de s'attaquer à durcir cette infrastructure pour qu'elle devienne d'une qualité industrielle.
et en faisant cela, de résoudre les différents problèmes qu'on a pu repérer avec notre proof of concept, parce que je pense que vous êtes sans doute tous des utilisateurs plus ou moins expérimentés de l'intelligence artificielle, enfin, je pense surtout des grands modèles de langue, et la difficulté avec avec ces instruments, c'est que ce que vous récupérez, ça paraît en général tout à fait raisonnable. Bon, il y a quelques hallucinations, mais ça, c'est des erreurs de jeunesse. Et, ça paraît en général plutôt pas mal. Mais dès que vous vous mettez à creuser, c'est plus du tout le cas. Et donc, nous, ce qu'on essaye de faire, en particulier, vous posez 2 fois la question, en la changeant un tout petit peu, vous récupérez plus du tout les mêmes réponses. C'est pas des réponses fausses, mais c'est pas des réponses totalement complètes ou vraies, ou comparables ou solides. Et donc, ce que nous sommes en train de faire, c'est de résoudre un certain nombre de ces problèmes qui sont des problèmes de stabilité, qui sont des problèmes de taille de ce que nous sommes capables d'engouffrer à la fois dans le modèle. Ce sont des problèmes aussi de limitation de l'empreinte carbone au niveau des traitements. Ce sont des problèmes d'indépendance et de souveraineté par rapport au modèle, pour pas que ce qu'on mette là-dedans s'affiche le camp chez OpenAI ou Dieu sait quoi. Ce sont des problèmes d'interface utilisateur. Et puis, alors là, c'était un problème qu'on n'avait pas anticipé. C'est le fait que c'est extraordinairement productif, ces instruments. C'est-à-dire que vous posez une question sur un des cas, ça va vous sortir 3 pages. Donc, c'est bien gentil tout ça, c'est très riche, très précis, mais du coup, si vous avez 700 fois 3 pages, comment vous faites? Donc, on se retrouve avec des problèmes de visualisation de données complexes à très très grande échelle. Donc, on travaille avec les meilleurs dans ce domaine-là. C'est pas du tout simple parce que ça pose à la fois des problèmes techniques, mais c'est surtout des problèmes théoriques de comment est-ce qu'on représente un système. Et ça, personne ne sait comment on représente un système, en fait. Et puis, je ne parle pas des questions de contrôle de qualité, de sûreté, de sécurité, de respect éthique. Tout ça est évidemment RGPD, etc., des droits. Bon, voilà. Alors, pour vous montrer un petit peu dans quelle direction on va et comment on attaque la description d'un système, qui est quand même un problème compliqué et ancien, je vais vous parler de l'approche qu'on a prise. On est parti, en fait, non pas de l'économie classique, on est parti d'une branche de l'économie institutionnelle qui a été créée par John Commons dans les années 30 et qui dit que l'unité élémentaire qu'on devrait considérer en économie, c'est la transaction. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une transaction? C'est pas hyper clair. Quand on commence à creuser, comme tous les concepts, c'est pas très clair. Mais enfin, c'est un échange entre 2 ou plusieurs parties de quelque chose. Hein. Et j'ai trouvé très intéressante la définition de Commons qui nous dit cette unité, c'est l'unité ultime parce que elle contient les 3 principes du conflit, de la mutualité et de l'ordre. En fait, c'est ça un système. Hein. C'est des choses qui travaillent ensemble, même si il peut y avoir des intérêts divergents. Et au fond, ça résume le problème de l'économie, de qu'est-ce que c'est qu'un échange faisable et équilibré et durable. Et donc, la manière dont on part, c'est qu'on va essayer de s'attaquer non pas à la description au début des entités elles-mêmes, que ce soit une ferme, une entreprise, une municipalité, ce que vous voulez, mais on va s'intéresser aux objets élémentaires qui constituent leur activité, qui sont les transactions. Et il y a des transactions de toutes sortes, je vais revenir là-dessus, et on s'intéressera aussi, mais dans un second temps, à la manière dont ces transactions sont régulées et produites. Alors, je ne sais pas si vous êtes familier avec le modèle des marchés à double entrée. Ça vous dit quelque chose, non? Bon, alors, est-ce qu'il y a des gens ici qui lisent la presse gratuite? Hein? Bon, vous rigolez, vous lisez. Alors bon. Est-ce qu'il y a des gens qui lisent la presse? Ah, très bien. Vous connaissez le modèle de la presse? Hein? Vous savez comment c'est financé? Hein? Bon, c'est financé avec votre attention. Hein? Il y a des gens qui utilisent Acrobat Reader ici? Hein? Vous l'avez payé? Qu'est-ce qu'il a payé? Personne. Qui c'est qui paye alors?
Ok. Donc, en fait, toi, tu l'as payé. Mais bon, qu'est-ce qui se passe dans un marché à double entrée? Dans un marché à double entrée, vous avez un intermédiaire qui est un intermédiaire qui fait un échange d'un côté, puis qui récupère un truc et puis qui rééchange avec l'autre. Donc, qu'est-ce qui se passe, par exemple, quand vous utilisez, quand vous lisez la presse? Eh ben, vous lisez la presse, mais il y a des presses gratuites, et beaucoup de ce qui est sur Internet est gratuit. En fait, comme tout ce qui est gratuit, c'est vous le produit. Hein. Il n'y a pas Donc, vous avez donné votre attention et vous avez récupéré de l'information. Et en fait, le support, là, il a vendu votre attention à un annonceur. Donc, il a récupéré de l'argent de l'annonceur et l'annonceur espère évidemment que, avec votre attention, vous avez récupéré l'information qu'il a mis dans sa publicité et que du coup, vous allez lui acheter quelque chose. Donc, ce n'est pas une transaction directe. Le système ne peut fonctionner que parce qu'il y a eu un transfert. Sur la plateforme d'échange, hein, il y a des choses qui sont passées entre les différents opérateurs. Chacun des participants est venu avec quelque chose qu'il a donné. Il est reparti avec quelque chose qui lui a plu. Hein, mais en fait, il n'est pas forcément reparti avec quelque chose qui était ce que lui a donné la plateforme. Il est reparti avec quelque chose que la plateforme avait récupéré ailleurs. Et quand vous y réfléchissez, n'importe quelle organisation, en réalité, c'est une plateforme qui est sur un marché, non pas un marché à double entrée, mais un marché à entrée multiple. Parce que si vous considérez une firme, eh ben, elle va d'une part avoir des relations de clients-fournisseurs avec ses fournisseurs, elle va avoir des relations de fournisseurs-clients avec ses clients, elle va avoir des relations d'employeurs avec ses employés, elle va avoir des relations de clients avec les gens qui lui fournissent de la matière, enfin des outils, elle va avoir des relations d'administré à administreur, si vous voulez, avec le gouvernement local. Je pourrais continuer très longtemps comme ça. Et donc, sur une plateforme, il y a beaucoup plus de choses qui sont échangées que des biens et services. Et c'est ça qu'on va essayer de comprendre parce que c'est absolument crucial dans les modèles qui sont en train de se mettre en place. Ça l'était déjà dans les modèles précédents, mais maintenant, ça va prendre encore plus d'importance. Et donc, dans la plateforme, si vous voulez, les plateformes vont pouvoir faire des transactions et on va utiliser ce modèle-là, qui est un modèle nouveau, en fait, pour analyser ce qui se passe. Et on ne va pas le faire à la main. Et par exemple, si je demande à ma chaîne d'IA, c'est quoi les transactions que fait Doudou Masters, eh ben, elle me crache quelque chose comme ça. Hein. C'est-à-dire qu'avec toutes les parties prenantes, zouf, chaque fois, elle va regarder qu'est-ce que la partie prenante donne, qu'est-ce qu'elle récupère, du point de vue de Doudou Masters, mais aussi du point de vue de la partie prenante. Parce que ce dont on s'est aperçu au début, moi j'étais parti bêtement en disant bon, on va faire les transactions, et en regardant la manière dont l'IA nous sortait les transactions, je me dis mais c'est bizarre, j'ai un peu de mal à savoir qui donne et qui reçoit. Et en fait, je me suis aperçu que les transactions, elles sont asymétriques. C'est-à-dire que ce que moi, en tant que producteur, j'ai l'impression d'avoir comme échange avec le consommateur, je lui donne un produit et puis il me donne, mettons, de l'argent. Mais le consommateur, c'est pas du tout ça qu'il va percevoir, par exemple. Il va dire ah ben moi j'aime bien venir dans ce truc bio parce que je trouve que je participe à un mouvement important et puis c'est un truc de super qualité et puis ça fait vivre les abeilles, etc. Et donc, ce que je crois donner, ce n'est pas forcément ce qui est important pour la personne qui reçoit et inversement. Donc, si on veut étudier les transactions, il faut les étudier aussi de manière située pour mieux comprendre qui prend quoi et qui donne quoi. Alors, ça paraît drôlement bien tout ça, mais dans la pratique, et puis on peut aller, si vous voulez, je vais vous montrer comment on le récupère. Donc nous, on est en train de mettre en place un système dans lequel il faut qu'on puisse tracer la façon dont on a récupéré ces données à partir du matériau. Et le truc est génial, c'est-à-dire que je sais plein de choses, mais vraiment en détail. J'en ai des pages et des pages et des pages, moi, sur ce que fait Doudou Masters, parce qu'elle nous a parlé pendant des heures, ma fille en question. Et puis on a les films, et puis on a l'intervieweur qu'on a pris pendant 1 heure en débrief, etc. Donc, je sais plein de choses. Ça veut dire que je peux revenir, quand j'ai une question nouvelle, je vais moi, dans l'interview, et j'extrais. Si je veux savoir, je ne sais pas, moi, alors, combien ça coûte, hein, pof, et ben, je demande combien ça coûte le vermicompost, là, combien ça coûte, ou combien elle a eu comme investissement au départ pour lancer son truc, ou, je ne sais pas, quelle est la couleur de ses chaussettes. Alors,
peut-être l'IA va me dire, bah non, ça, je suis désolé, j'ai pas l'information. Hein. Mais d'une manière générale, l'idée qu'on a en faisant de la recherche qualitative comme ça, c'est que c'est comme si on avait un énorme réservoir pour poser des questions, et on l'a récupéré sans savoir ce qu'on allait nécessairement poser comme question après. C'est-à-dire que si on a une description suffisamment fine du système et qu'on a toutes les transactions avec beaucoup de détails et les valeurs, on va pouvoir poser pratiquement n'importe quelle question sur le process. Vous me suivez? Et donc, à la limite, moi, je suis statisticien d'origine, mais si ça continue comme ça, on n'aura plus besoin de faire des enquêtes avec des questionnaires. Imaginons qu'on ait beaucoup d'informations sur chacune des entités qui nous intéressent. Le questionnaire, on le fait ex post. J'ai déjà les réponses, sauf qu'elles sont parties d'un discours plus large. Ça, c'est la théorie. Maintenant, si vous voulez faire ça proprement, comme je vous l'ai dit, quand on change, par exemple, un tout petit peu la question, la réponse n'est pas la même. Quand on change le modèle de langage qu'on utilise, la réponse n'est pas la même. Vous posez la question avec Claude, vous n'avez pas la même réponse qu'avec GPT ou avec, je ne sais pas, il y en a des centaines des modèles, d'accord? Ensuite, vous voulez savoir où vous allez faire ce traitement-là. Vous n'avez pas envie que le truc se fasse dans un endroit que vous ne connaissez pas, quelque part aux US où ils sont en train de bouffer vos données pour faire de l'apprentissage. Donc vous devez contrôler ce truc-là. Ensuite, vous devez savoir comment vous allez sélectionner la partie de l'échantillon qui vous intéresse ou la partie des informations qui vous intéressent. Est-ce que moi, je veux simplement les choses pour lesquelles j'ai aussi des données vidéo ou pas? Ou est-ce que je veux seulement les données qui se sont produites, qui ont été produites de telle année à telle année parce que je veux faire des comparaisons? Donc, pour historiser ce que c'est qu'une requête dans cette espèce de lac de données, on a été obligé de mettre en place des systèmes qu'on est encore en train de développer, qui vont nous permettre de tracer pour chaque requête avec quel modèle ça a été fait, où, comment, quelle est la nature de la réponse, quelle est sa fiabilité, et ainsi de suite. Donc, c'est super dans le principe, mais dans la pratique, si on veut travailler sur des choses comme ça nécessite de développer des outils qui sont assez nouveaux. Et voilà, par exemple, voilà l'exemple de prompt qui sort, si vous voulez, ce que vous voyez là. Alors là, on a choisi, vous voyez, on a choisi différents types de modèles. Ici, c'est DeepSeek pour telle partie, etc. Et Assembly, etc. Et on peut sortir les choses sous forme de texte. Mais on peut les sortir aussi sous forme de graphes, on peut les sortir sous tout un tas de formes. Vous pouvez avoir des formes brutes, par exemple ça. Hein, c'est un peu ça que ça vous sort. J'ai coupé, il y en a des pages. Hein. La réponse à cette question peut être extrêmement détaillée. Que fait le modèle? Il va aller pomper à l'intérieur de ce que nous avons déjà récupéré et transcrit les informations que vous lui avez demandées et il les sort sous la forme que vous voulez. Et ça, si vous posez la question sur l'ensemble de l'échantillon, ça veut dire que vous allez avoir N fois plein de pages, comme je vous le montre là. Ou alors vous allez avoir N fois plein de graphes, et les questions qui se posent, c'est comment est-ce qu'on va représenter tout ça après, hein? Bon. Et donc, en plus, on ne s'intéresse pas seulement à des échanges monétaires de biens et services. On s'intéresse à tout ce qui est échangé sur une plateforme, c'est-à-dire ce que vous échangez sur une plateforme, c'est bien entendu des choses qui vous intéressent aujourd'hui. Par exemple, vous donnez de l'argent pour acheter un bien ou avoir un service, hein, ou récupérer de l'information, mais vous allez aussi construire des choses dans des interactions répétées. Vous construisez un statut, des droits, du réseau, de l'accès, de la réputation. Certains d'entre vous sont peut-être considérés, vous avez des cartes de fidélité quelque part peut-être? Eh ben voilà, qu'est-ce que vous avez acheté? Des privilèges supplémentaires en échange d'informations. Et puis, si vous atteignez un certain niveau, par exemple, ce que je vous recommande pas d'être voyageur très fréquent dans les compagnies aériennes, eh ben après vous faites plus la queue, hein, par exemple. Et donc, ou alors quand vous avez eu des relations avec quelqu'un, vous avez créé en fait une capacité d'accès. Hein. Les innovateurs, ils essayent toujours d'avoir des capacités d'accès, par exemple, au niveau des institutions qui vont les réglementer, hein, ou au niveau des institutions qui vont les financer. Et puis, vous créez de la réputation. Hein. Si vous avez une bonne transaction, eh ben, vous avez une réputation qui va vous servir à avoir de meilleures interactions par la suite. Si vous êtes client Gold, par exemple, ben, vous ne serez pas traité pareil. D'accord? Et puis, chaque transaction, en fait, c'est un truc qui change. Le statut de l'objet est changé, mais ça change aussi le statut des participants. Parce que vous avez appris quelque chose.
hein, parce que vous avez transformé votre capacité d'action, parce que vous avez transformé, comment dire, aussi votre estime de soi, vous savez que vous êtes capable de le faire, et ainsi de suite. Et donc tout ça, en réalité, c'est des moteurs réels pour les gens qui montent ces différentes choses. C'est ça dont on s'est aperçu, c'est que dans notre cas particulier, qui sont les gens qui veulent faire des choses dans le domaine de la durabilité, eh ben, c'est pas le profit et la croissance qui les intéressent a priori. Ils font ça pour d'autres raisons. Et donc, si on ne regarde pas ces raisons-là, on ne comprendra rien. Et les modèles qu'on essaye de mettre en place, c'est des modèles qui vont être satisfaisants, mais ils vont satisfaire d'autres valeurs que les valeurs matérielles. C'est ça qui motive les gens. Et l'intérêt des valeurs qui sont immatérielles, c'est quoi? C'est que ça a une très faible empreinte physique et carbone. D'accord? Et que devenir plus instruit ou apprendre à chanter ou être heureux, eh ben, c'est des trucs, c'est une empreinte carbone zéro. Okay. Et donc, on peut avoir des systèmes durables qui rendent les gens plus satisfaits d'une autre manière que en leur permettant d'acheter des grosses voitures et ainsi de suite. Donc, c'est ce que je vous disais, sur les plateformes, vous échangez des ressources qui sont des ressources instrumentales, vous avez un certain nombre de produits, certains sont des externalités positives et d'autres négatives, hein, et vous avez aussi des choses qui sont réutilisables pour des capacités futures. Et c'est comme ça qu'il faut qu'on commence à comprendre la nature des organisations qui existent déjà et celles qu'on veut construire. C'est pas seulement des industries ou des systèmes de transformation des produits ou d'échange de biens et services. C'est autre chose. C'est des choses qui contribuent à un système et c'est des choses qui contribuent à des échanges répétés, durables et profitables pour tout le monde. Et je note en passant que toute transaction produit des informations sur la transaction. Et c'est pas négligeable parce que tout le business, par exemple, des plateformes, les hyperscale, les Google, les Microsoft, tout ce que vous voulez, leur business, c'est de vendre les informations sur la transaction, c'est de les valoriser. Okay. Donc ça aussi, d'ailleurs, ça peut être fait de manière tout à fait, j'allais dire, vertueuse. Hein. Et donc, il faut regarder de manière très approfondie ce qui est en jeu dans ces transactions pour comprendre comment on construit de nouveaux systèmes. Alors, je vais vous montrer où ça pourra nous mener, mais là, on n'a pas commencé les analyses. Je vous donne juste quelques petites indications. Je prends un exemple, par exemple, celui de la ferme du Blanc-Verger. Ça, c'est un agriculteur qui est passé au bio il y a longtemps, puisque maintenant, il est en train de transmettre la ferme, l'exploitation à son fils. Et il s'est aperçu qu'en passant au bio, en réalité, il payait moins d'intrants et donc il produisait moins. Il a changé aussi de rage de vache. Il est passé aux jersiaises et qui ont un lait avec des protéines plus intéressantes. Et du coup, il produit moins et il dit mais je gagne beaucoup plus d'argent maintenant parce que je paye plus les intrants. C'est un peu ce que vous disait la fille du vermicompost, la Doudou Master, 71% de réduction des coûts. Pourquoi? Parce qu'il ne paye plus d'intrants. Et c'est quand même un gros truc. Et vous savez que c'est addictif dans le système actuel et c'est un des gros problèmes parce que les coopératives sont impliquées dans le système et donc c'est difficile de changer un système existant. Alors, ce que vous comprenez aussi, c'est que il va être obligé d'envoyer son lait à la coopérative et donc chacune de ces initiatives est liée aux autres, d'accord? Et pour que le système soit durable, en fait, il faut aussi que la chaîne d'approvisionnement, si vous voulez, dans chacune des ressources dont a besoin l'entité en question. Là, par exemple, pour faire du lait, il a besoin de vaches. Pour que ces vaches fonctionnent bien, vivent bien, on va dire, il faut de l'herbe. Hein. Lui, il les nourrit exclusivement avec de l'herbe. Mais pour que l'herbe pousse, il va falloir de l'eau propre. Hein. Pour qu'il y ait de l'eau propre, il faut qu'il n'y ait pas trop de pollution. Et puis, il faut qu'il y ait de la pluie. Et donc, il faut qu'il y ait un climat correct. Donc, vous voyez que quand on remonte la chaîne causale, il y a tout un tas de choses qu'il va falloir prendre en compte et c'est ça un système harmonieux. Hein. C'est de réussir à comprendre comment, dans les différents échanges qu'il va y avoir entre les entités, hein, on va repérer les choses qui peuvent être améliorées. Hein, parce que ici, quand vous faites du transport, ça produit éventuellement des émissions et ça va avoir un impact aussi sur cette partie du système qui fait qu'il n'y aura pas de pluie et puis que ici, il va peut-être y avoir aussi un certain nombre de choses qui vont être produites et qui sont des polluants éternels parce que la mise en bouteille du lait produit du plastique qui, en se dégradant, etc.
Donc, vous voyez que nous, ce qu'on va essayer de comprendre, c'est ce système-là, comment il fonctionne, et pour le faire, on va partir des transactions qui sont quelque chose qu'on peut travailler. Et qui sont quelque chose qu'on peut travailler, même si on n'a pas un réseau complet et connexe. OK ? Parce que ça, c'est un gros problème quand même. C'est qu'on n'a pas tous les acteurs. Mais si on part, nous, de chacune de ces choses-là, là, on va avoir une représentation assez importante de tout ce qui existe comme type de transaction. Parce que je vous donne un exemple. Bon, le Blanc-Verger, on n'est pas, si en fait on est allé voir la municipalité de Nantes, mais on n'est pas allé voir Sucé-sur-Erdre où il est. OK ? N'empêche qu'on a quand même des choses et on n'a pas vu sa coopérative. Mais il nous raconte des choses sur sa coopérative. C'est-à-dire que moi, je sais ce qui se passe ici parce que lui, il me l'a décrit. Donc, j'ai pas besoin d'avoir forcément celui-là dans mon échantillon pour avoir la transaction. Vous voyez ? Et donc, à partir de ça, ça va nous permettre de faire des typologies des transactions et puis des typologies des relations et puis des typologies, etc. Mais, et c'est là que ça devient intéressant de travailler à grande échelle, et je vais quand même, avant de laisser la parole, parce que je sais bien que dans 2 minutes on y va, on peut tirer des tas de choses de cette base, et j'ai juste demandé à mes collègues, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'intéressant qu'on pourrait montrer, puisque c'est quand même l'anniversaire donc de l'accord de Paris, et ils m'ont dit, ah bah ouais, tu sais, on a regardé un petit peu ce qu'étaient les raisons des gens quand ils montaient leur nouvelle initiative, quand ils se sont mis à faire des initiatives. Et puis on a tracé ça, on s'est aperçu qu'il y a certains types d'initiatives qui se sont développées juste après l'accord de Paris. Donc l'accord de Paris, c'est 2015. Ça, c'est dans l'échantillon français. Alors, c'est des données provisoires. Hein, j'insiste pas trop là-dessus. C'est pas très solide pour le moment. Mais vous voyez que on a classé les initiatives en fonction de leur échelle géographique. C'est-à-dire que c'est des trucs locaux ou est-ce que c'est des trucs qui ont une ambition plus nationale ou internationale. Et ben toutes celles-là, c'est le niveau 5, c'est-à-dire portée géographique très, très élevée, hein, et ben, elles se sont passées après la COP. Okay, et donc, il n'est pas impossible que la COP, ça ait quelque part légitimé la pensée systémique ou les interventions de métagouvernance. C'est juste un petit exemple. Je pourrais en donner, comment dire, quelques autres, mais je vois qu'il faut que maintenant on passe à la discussion et vous dire juste que donc on va explorer maintenant 2 axes d'analyse qui sont de la codification systématique en masse pour faire passer du Cali vers le quanti, mais qu'on est aussi en train d'essayer de voir si on ne peut pas faire directement de l'exploitation à partir des modèles IA pour les phénomènes qui nous intéressent. Voilà, merci et pardonnez-moi d'avoir pris... On va commencer par avoir une petite discussion collective. Que Bettina, je pense que c'est toi qui va l'ouvrir. Et puis, on aura aussi l'occasion de discuter avec nos amis de la salle. Voilà. Ah, merci, Sadi. On se sent, comment dirais-je, alors c'est pas la double entrée, mais doublement plus intelligent parce qu'on se sent plus intelligent en matière alimentaire et plus intelligent en matière d'intelligence artificielle. Donc, merci de, justement, comme tu le disais, cette double entrée. Peut-être qu'il y a des questions sur le Soscoscope proprement dit, avant qu'on passe au débat. Je ne sais pas si vous avez des questions. Pas, tu étais très complet, il faut bien le dire, mais oui, allez-y, madame. Quel est l'enjeu de toutes ces analyses d'aller trier au niveau mondial ces analyses? J'imagine c'est d'entrer les meilleurs process. Il y a plusieurs choses. Donc, nous sommes financés par une fondation suisse, la fondation Nomis, qui s'intéresse uniquement à la recherche fondamentale. Donc eux, ils sont intéressés à nous voir développer un outil radicalement nouveau pour l'ensemble de la communauté, qui est celui de la recherche qualitative à grande échelle. Nous espérons non seulement développer cet outil, mais mieux comprendre comment évolue un système. Et évidemment, on va sortir tout un tas de mécanismes, on en a déjà vu un certain nombre. Ces mécanismes vont être directement utilisables par les gens qui font la régulation, c'est-à-dire les pouvoirs publics, mais aussi, on s'en est aperçu, les grandes entités et les entités méso qui peuvent être, je sais pas, un syndicat de branche, une union, une association. Et donc, ça va donner aux gens des moyens d'avoir une réflexivité sur le système.
Et la chose terrible avec le marché, c'est qu'on a l'impression, une sorte d'impression d'impuissance et qu'on ne peut pas lutter contre le marché. Il est là et on essaye de faire au mieux. Ce qu'on observe là, c'est pas du tout ça. Ce qu'on observe, c'est qu'il y a en fait un énorme effort de régulation et de régulation collective. Si vous regardez, je sais pas, prenons les AMAP par exemple. C'est rien un AMAP tout seul, mais l'association fait avancer les choses. Et après, ça se propage. Ça s'est propagé du Japon au Canada. Bon. Et c'est ça qu'on essaye d'étudier, de voir comment on va permettre aux acteurs de se mobiliser entre eux de manière intelligente et en collaboration avec les différentes strates, et avec les pouvoirs publics, avec leurs fournisseurs. Parce que dans un écosystème, vous comprenez vite que pour survivre longtemps, vous avez intérêt à vous entendre avec les gens dont vous dépendez. Alors, c'est vrai qu'il peut y avoir de la compétition à un certain niveau, de gens qui font exactement la même chose, mais que par contre, comme vous êtes tellement dépendant de filières dans les sociétés complexes, on a vraiment intérêt à essayer de collaborer. Donc, si on veut faire de la compétition, si vous voulez, il faut comprendre les mécanismes qui fonctionnent bien. Et ce qu'il y a d'intéressant avec le socioscope, c'est qu'on voit des mécanismes extraordinairement différents selon l'État local. Ce qui se passe au Danemark n'a rien à voir avec ce qui se passe en Colombie. Il y a quelques principes généraux, mais dans la pratique, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Et c'est pas les mêmes opérateurs qui prennent en charge différentes fonctions. Donc on repère des fonctions, on repère des mécanismes, et après on va dire, voilà comment ça marche, voilà des cas qui ont réussi. C'est très important d'être exemplaire. Je vais vous dire mon sentiment profond sur l'évolution des sociétés. On va vers une catastrophe, d'accord ? On en est tous absolument conscients. Nous ne réagirons pas avant que la catastrophe arrive. Ok ? Les humains sont comme ça, malheureusement. Ça, c'est bon. Non, mais je termine. Je sais que tu n'es pas d'accord, mais c'est mon sentiment. Et moi, je vais vous dire. Oui, Dark Prophet of Zoom. Non, mais je pense que notre boulot, c'est d'avoir les solutions prêtes pour qu'au dernier moment, à minuit moins une, quand on va se rendre compte que vraiment il faut qu'on se bouge, on sache quoi faire. C'est ça que j'essaye de faire, moi. Je pense qu'on ne va pas éviter d'avoir des gros problèmes, mais que si on a commencé à préparer un petit peu ce qu'il faut faire au moment où la catastrophe arrive, c'est-à-dire au moment où on sera vraiment prêt à bouger, et ben là, la catastrophe sera peut-être pas complètement évitée, mais disons qu'on va s'en sortir. Si on ne fait pas ça, c'est mal barré. Voilà. Bonsoir. Alors, nous venons de vivre la COP30, c'est-à-dire que ça fait d'arriver à ce que décrit, ou plutôt de ne pas arriver à ce que décrit Sadi. Alors, vous avez tous entendu, comme moi, puisqu'on est effectivement à l'avant-veille de l'anniversaire de l'accord de Paris, deux types d'interrogations. Le premier type d'interrogation, c'est cette conférence de Belém est un échec. Et du coup, aussitôt qu'on a un problème dans la négociation climatique, tout le monde commence à s'interroger. Première question, faut-il encore des COP, c'est intéressant comme lapsus. Et deuxièmement, à quoi servent les COP? Donc ça, c'est de toute façon depuis 10 ans, peut-être avec une exception. Effectivement, pour la COP 21 à Paris, on a ce type d'interrogation et effectivement, là, l'interrogation a été un peu plus lourde, en particulier évidemment à cause de l'état du monde, l'éclatement de toutes les coalitions d'auparavant, le retrait de Paris, le fait que le groupe des 77 n'existe plus en tant que tel, mais effectivement rassemble des pays extrêmement puissants et des pays pauvres, les uns essayant comment dirais-je, de se cacher derrière les autres pour ne pas donner d'argent, ce qui a fait dire à la ministre Monique Barbu que quand même les COP c'était fait pour atténuer le climat et pas uniquement pour donner de l'argent, surtout quand les pays qui en donnent comme l'Europe, comme la plupart des pays européens sont tous très accusés, il faut bien le dire. Et d'autre part, on a eu effectivement un échec important qui était que pour la deuxième fois, alors qu'on avait à la COP 28 un peu d'espoir, le mot décarboner, même le mot carbone est interdit, ce qui est quand même
absolument effarant quand on pense que, effectivement, l'intérêt des COP, c'est justement d'aller vers un chemin pour diminuer l'effet de serre, c'est-à-dire diminuer les émissions de gaz à effet de serre, avec une petite exception pour le carbone, pour le méthane, pardonnez-moi, où il y a eu un accord important qui avait déjà débuté d'ailleurs 2 ans avant, mais où il y a eu un accord, si vous voulez. Alors, il faut savoir que le méthane vaut 28 par rapport au carbone, donc c'est un gaz infiniment plus réchauffant, en même temps qu'il reste beaucoup moins dans l'atmosphère. Donc, je veux dire, il y a les deux effets en même temps. Mais enfin, on a eu cet accord. Donc, alors vous avez eu aussi, et j'en viens à notre sujet, cette interrogation qui est les COP pour quoi faire, c'est-à-dire en quoi elles concernent les citoyens, puisque les États ne finalement s'y attachent. Mais enfin, il n'y avait pas grand monde comme chef d'État à Belém, alors que Lula avait dit que c'était au début. Il y avait en même temps, si vous voulez, beaucoup de pays, le tiers, faut quand même le savoir, le tiers des pays de l'ONU, des membres de l'ONU, qui n'ont pas envoyé ce qu'on appelle les NDC, c'est-à-dire leur prévision de diminution d'émissions, alors que c'est normalement une obligation, mais l'accord de Paris n'est pas, contrairement à ce qui a été dit, un accord contraignant. Mais enfin, à partir du moment où vous signez un traité, vous vous engagez à respecter les clauses. Et donc, en l'occurrence, il est évident que quand je dis le tiers, c'est par exemple l'Inde, l'Arabie saoudite, enfin, ce n'est pas des petits pays. Quand vous ajoutez à cela le fait qu'il y a une contribution nationale des États-Unis, mais envoyée par l'ancien président, dont on sait que non seulement elle ne sera pas exécutée, mais qu'en plus, drill, n'est-ce pas? Drill, baby, drill. Donc voilà, il est évident qu'on n'est pas dans un optimisme fondamental, et donc j'ai tendance à te rejoindre, cher ami, mais c'est un vrai problème. Mais quand on dit, qu'on a beaucoup dit la COP des peuples, moi j'ai beaucoup insisté sur le fait que finalement ces COP devenaient un petit peu un forum climatique, justement à cause de l'importance que prenait la société civile, surtout d'ailleurs au Brésil, où tout le monde reconnaît que cet aspect-là a été réussi, alors qu'évidemment il est moins réussi dans des dictatures, vous voyez, au passage. Bon. Donc, eh bien, il est certain que les préoccupations quotidiennes des gens, des personnes, des peuples, sont plus importantes. Alors, évidemment, il n'y a rien sur la transition alimentaire dans l'accord de Paris, mais l'accord de Paris ne peut absolument pas tout dire, ça c'est sûr. En revanche, il y a dans l'accord de Paris, je vous le disais en commençant, dans les attendus, quelque chose d'intéressant qui est de citer justement l'alimentation. Très curieusement, ce n'est pas repris dans aucun article, ça aurait pu l'être, mais nous avons un attendu qui est reconnaissant la priorité fondamentale consistant à protéger la sécurité alimentaire et à venir à bout de la faim et la vulnérabilité particulière des systèmes de production alimentaire aux effets néfastes des changements climatiques. Donc c'est dans les attendus, et évidemment pourquoi c'est pas traité dans l'accord de Paris, parce qu'avec la concurrence entre guillemets et la spécialisation de l'agence de l'ONU, il est évident que c'est plutôt la FAO qui traite ce genre de problèmes, et la FAO aujourd'hui tient compte des problèmes climatiques, etc. Mais il y a eu à Belém, alors je sais pas ce que Monsieur le Président de l'INRAE, cher Philippe, je ne sais pas ce que tu en penses, mais pour commencer, il y a quand même eu, d'abord vous, les organismes de recherche, vous avez traité le sujet, et puis il y a eu à la fin un appel, en l'occurrence, sur l'alimentation, qui n'a pas du tout été cité par la presse française, mais qui a été intéressant. Bonsoir à toutes et tous. Merci, Madame la Présidente, chère Bettina et cher Sadi, pour l'invitation. C'est vrai qu'alors l'alimentation et l'agriculture n'étaient pas
historiquement dans l'accord de Paris. Alors un petit peu quand même, et on a réussi progressivement à rentrer, non pas par la porte, mais par ce qu'on appelle techniquement avec le GIEC le secteur des terres. Et donc il y a dans les accords, on a reconnu l'impact quand même de l'agriculture, et tu l'as dit, Sadi l'a dit, 22% au niveau mondial directement lié à la production agricole, avec contrairement aux autres secteurs d'émissions, c'est pas le CO2 qui est le plus important, c'est le méthane et le N2O. On parle beaucoup du méthane, faut pas oublier l'oxyde nitreux, qui est aussi un puissant gaz à effet de serre. Le méthane, c'est beaucoup les rizières, l'élevage. Le N2O, c'est beaucoup les émissions liées à l'utilisation des engrais azotés au moment où on les épanche sur les grandes cultures. Et il y a du CO2, bien sûr, avec la motorisation, avec le CO2 embarqué dans les engrais, etc. Donc 22%, ça c'était documenté, mais plutôt comme un secteur comme un autre, et pas comme une source de solution, et certainement pas effectivement avec l'alimentation. C'était un peu déconnecté. Et là où la recherche, depuis ces dernières années, a essayé de faire bouger les dispositifs, et on pourra y revenir peut-être au-delà de la COP quand on veut parler du sujet de ce jour, la transformation des systèmes alimentaires, c'est qu'on ne réussira pas à faire bouger les systèmes de production agricole de façon déconnectée de l'alimentation. Et donc, ça serait un peu illusoire de dire, toutes choses égales par ailleurs, on va demander aux agriculteurs du monde de changer leurs pratiques pour faire moins de gaz à effet de serre, ils vont se débrouiller et on continuera de manger comme avant, pour toute une série de raisons sur lesquelles on va revenir. Donc, on a essayé de dire, même si c'est compliqué, il faut prendre en compte en termes de vision de transformation, et Sadi l'a montré avec les exemples du Socioscope, il faut qu'on fasse rentrer ça dans le débat. Donc ça y est pas complètement dans la comptabilité, mais ça rentre dans les discours. Et c'est vrai que le président Lula, c'est un des sujets qu'il a porté, qu'il avait porté aussi à travers l'expression de la bioéconomie, puisque si on voulait aller encore un petit peu plus loin dans le débat de la transition vers la décarbonation, quand on dit décarbonation de l'économie, moins de carbone d'origine pétrochimique, on aura quand même besoin de carbone dans le futur. Et les futures générations auront besoin de carbone. Donc il y a une grosse attente. Soit une vision technologique, technophile, de je chope le CO2 dans l'air, je le récupère et j'en refais du CO2 de façon un peu bouclée. Donc il y a des entreprises industrielles, y compris aux États-Unis, qui se positionnent là-dessus, mais on peut avoir des doutes sérieux sur la réalité, la capacité de le faire. Et donc, il y a aussi un appel à la biomasse, qu'elle soit d'origine forêt ou d'origine agricole, avec des risques éthiques. Si on prend trop de biomasse pour faire du carbone pour la chimie et l'énergie et qu'on désorganise encore un peu plus les circuits alimentaires, là, on est vraiment promis au lendemain que nous prédit Sadi. Donc, Lula a plaidé pour qu'il y ait aussi une stratégie mondiale concertée sur une bioéconomie qui, j'espère, soit une bioéconomie régulée, qui tienne compte des débouchés alimentaires. Alors, qu'est-ce qu'on faisait, nous, concrètement, à la COP de Belém? On a on n'était pas dans la négociation. Certains de nos collègues, et notre collègue Jean-François Soussana, que tu connais bien aussi, qui préside maintenant le Haut Conseil au climat, et accompagnait Monique Barbu, donc pouvait éventuellement conseiller un peu la ministre dans sa négociation, mais nous, les scientifiques étaient plutôt à côté, dans le village de la COP, et sur toute une série de séquences scientifiques. Et on a mis en avant plusieurs choses. Déjà, les 10 ans de l'initiative 4 pour 1000 qu'on avait lancée à la COP de Paris et qui s'est bien développé. Le 4 pour 1000, c'est l'idée que les sols agricoles sont potentiellement des réservoirs de carbone. Peuvent contribuer à piéger un peu de carbone. Et pourquoi 4 pour 1000? C'est que une publi de l'INRAE à l'époque avait montré que, avec des bonnes pratiques agroécologiques, de couverture des sols, etc., on pouvait, dans le monde entier, augmenter la teneur de la matière organique des sols de 4 pour 1000 en carbone. Et ça, c'est l'équivalent d'une production annuelle par l'homme de CO2. L'idée, c'était ça, ce petit chiffre ridicule, 4 pour 1000, c'est très important pour l'équilibre futur de la planète. Si on arrivait à développer des pratiques d'agriculture durable, on pourrait au moins une partie du CO2 émis pourrait être capté dans les sols. On parle beaucoup des puits de carbone que sont les forêts et les océans, qui sont eux-mêmes mis en danger par la déforestation, etc. Mais il y a aussi un puits de carbone potentiel dans les sols. Donc,
des événements là-dessus. On a présenté une initiative pour protéger les forêts tropicales, qui sont donc des grands poumons de la planète encore, même s'ils sont en danger, qui s'appelle One Forest Vision, et c'est une très belle aventure scientifique avec pratiquement des partenaires dans tous les continents pour mieux surveiller, pour mieux protéger les forêts tropicales. On a aussi lancé une initiative sur l'eau, parce qu'évidemment, on est dans l'atténuation, mais aussi dans l'adaptation au changement climatique. Et la problématique de l'eau en agriculture, elle est critique. Donc, on a lancé une initiative aussi mondiale qu'on a présentée à Belém. Et puis, peut-être quelques autres, mais je ne veux pas être trop long. Donc, voilà, on était plutôt dans le témoignage il y a des choses à faire. Il n'y a pas de solution magique, c'est certain, mais on a besoin de plus de coopération internationale et les scientifiques sont mobilisés pour déjà bien comprendre où on est aujourd'hui, où on va demain et quelles solutions pour une transition à la fois de l'agriculture et de la forêt. Merci Philippe. C'est d'autant plus important que si vous voulez tous les soutiens en ce moment pour lutter contre la faim ont été extraordinairement obérés par le retrait des États-Unis de leur aide internationale et que du coup vous avez une aggravation des situations mondiales pour les pays pauvres extraordinairement préoccupante. Mais je voudrais terminer juste cette séquence en rappelant quelque chose qui a encore une fois été tout à fait occulté, que quand même au début de la COP, c'est-à-dire la COP n'avait pas commencé, mais au moment de la session des chefs d'État, vous avez quand même 43 pays, plus les pays de l'Union européenne et de l'Union européenne, qui ont signé une déclaration qui s'appelle la déclaration de Belém sur la faim, la pauvreté et l'action climatique centrée sur les humains. Je reviendrai sur ce centré sur les humains parce que moi, ça me paraît être le grand tournant de Belém, en l'occurrence, enfin des COP et de l'action climatique. Donc, la déclaration qui appelle à un changement radical dans notre approche de l'action climatique. Avec ce texte, évidemment qui n'est pas contraignant, les États s'engagent à faire de la protection sociale le pilier de l'adaptation et à soutenir les petits producteurs agricoles, donc c'est les tiens, tu vois, comme agents de résilience. Les petites fermes assurent de 35 à 50% de la production alimentaire mondiale selon les seuils retenus et la transition juste y est érigée comme un enjeu central. Pourquoi j'insiste là-dessus? Alors, comme toute déclaration de chef d'État, il faut évidemment qu'elle soit très soutenue pour que ça arrive à des résultats concrets. D'ailleurs, je trouve que ça vaudrait le coup de connecter le socioscope avec cette déclaration. Mais ce qui me paraît très important et ce qui n'a pas été trop vu par la presse française dans Belém, c'est l'aspect centré sur les humains. Parce que, si vous voulez, finalement, pendant 15 ans et jusqu'à l'accord de Paris et même un peu après, on parlait de changement climatique sans en voir vraiment les effets. C'est-à-dire que, bon, on se doutait bien que ça allait arriver, ça commençait, les scientifiques repéraient plein de choses, mais on ne les prenait pas en pleine figure. Là, aujourd'hui, ça y est, on les prend en pleine figure, et particulièrement les pays du Sud. Et il y a une espèce de retour de, finalement, toute l'époque de Rio, etc., c'était « Sauvons la planète ». Et Belém, ça, je trouve, ça a été la première conférence où on dit « Sauvons les humains ». Et ça me paraît tout à fait important pour ceux qui sont fidèles de ce qu'on fait ici. C'est une extraordinaire, comment dirais-je, confirmation du livre de Francis Wolff, hein, je veux dire, qui justement revient à un humanisme à partir de l'écologie, etc. Mais si vous voulez, ça m'a beaucoup frappé. Et avec ce qui là a été salué, c'est-à-dire que la déclaration sur la transition juste, qui quand même ouvre la transition juste, c'est dans l'accord de Paris, mais finalement, on ne savait pas trop ce que c'était avant. On disait ça, mais finalement, on le rattachait à les fameuses, comment dirais-je, les efforts communs mais différenciés, etc. Mais là, ça prend une partie, comment dirais-je, un aspect social qui est de plus en plus intéressant et je crois que ça a été occulté. En revanche, je pense qu'il va y avoir une revendication des peuples du Sud de plus en plus importante. Alors, si on en revient à
notre continent, on sait parfaitement qu'on a infiniment de peine à faire la transition et on sait parfaitement qu'on a beaucoup d'expériences dans le monde, comme tu l'as montré, en France, avec toutes sortes d'expériences dont Marie-Laure va nous parler, mais il est absolument évident qu'on a de gros blocages et que finalement, ce qu'on appelle la malbouffe, etc., continue d'envahir finalement l'ensemble de notre société et que finalement, le public a des injonctions contradictoires comme à peu près tout le temps dans cette société, c'est-à-dire à la fois de manger plus sain, mais manger plus sain, c'est des circuits courts et c'est des circuits qui sont considérés comme plus chers. Et en l'occurrence, comme les poches de pauvreté s'aggravent dans ce pays, d'ailleurs dans le monde entier, mais s'aggravent maintenant, eh bien, on a vraiment des blocages importants. Alors, Marie-Laure, d'abord, on est ravis que vous soyez avec nous. Et alors, en fait, on attend de vous la solution. Je veux dire, on ne vous le cache pas. D'abord, premièrement, la solution, ça fait que Sadi devient moins pessimiste, donc c'est très important, surtout pour moi qui suis dans le même institut que lui. Mais c'est très important, tout simplement parce que vous avez étudié, vous avez fait une thèse sur vous venez du marketing en fait, et vous avez basculé sur l'université en vous occupant avec toute votre science du marketing, mais finalement en allant vers l'intérêt général, vous avez une très bonne connaissance des comportements. Alors, je voudrais que vous nous en parliez pour nous donner un petit peu les clés de ces changements de comportement. Et puis ensuite, je voudrais savoir si Philippe, à l'INRAE, on s'occupe beaucoup de ces comportements de transition alimentaire, quelles actions on a. Effectivement, voilà, vous êtes tous les deux nos éléments de solution ce soir. Bien, écoutez, Madame la Présidente, le challenge est quand même assez élevé. Je ne suis pas sûre de relever ce défi, mais je vais tenter de répondre à la question qui est comment peut-on faire changer les comportements pour aider à une transition alimentaire qui soit plus durable et plus écologique. Alors déjà, la première chose, en fait, c'est peut-être de ne pas considérer les comportements alimentaires comme de simples choix individuels. Comme si on pouvait décider librement un jour de manger sain ou de manger plus local ou plus durable. Ce que montrent les sciences comportementales, le marketing social, certaines de mes recherches aussi, c'est que les comportements alimentaires ne sont jamais de simples décisions individuelles, ils sont le produit de systèmes. On en a beaucoup parlé et on revient sur ces fameux systèmes. Alors, pour comprendre comment changer des comportements, et notamment des comportements alimentaires, ce qui est très difficile, malgré la sensibilisation, malgré la bonne volonté de beaucoup d'individus, eh bien, on peut s'appuyer sur des théories, et notamment l'une qui s'appelle la théorie de l'installation du professeur Laloux, qui est ici, qui est très éclairante parce qu'elle montre qu'un comportement émerge lorsqu'en fait 3 dimensions convergent. Et puis, vous me corrigez évidemment, professeur Laloux, si je me trompe dans l'interprétation de vos travaux. Alors, il y a une première dimension qui est la dimension matérielle, qui en fait regroupe l'environnement physique et les infrastructures qui vont rendre possibles certaines actions et d'autres impossibles. Il y a aussi une dimension sociale, faite de normes, d'attentes de ce qui est légitime, de ce qui ne l'est pas. Et puis il y a une troisième dimension qui est la dimension subjective, qui va regrouper nos motivations, nos compétences, nos tensions internes. Et en fait, un comportement, et notamment les comportements alimentaires, ne peuvent changer de manière durable que si ces 3 dimensions évoluent ensemble. Et je vais l'illustrer avec un exemple concret qui vient des territoires. J'ai mené il y a quelque temps une recherche à Noisy-le-Grand, en zone urbaine, en région parisienne, et
recherche qualitative. On a appris que les habitants qu'on a interrogés avaient une véritable volonté de consommer davantage de produits locaux, ce produit dans la région. Les habitants associent ces produits à la qualité, la fraîcheur, la saisonnalité, plein de choses positives. Donc, ils ont une réelle motivation à consommer local et elle est vraiment forte, cette motivation. Pourtant, dans les faits, ils n'en consomment presque jamais. Et quand on essaie de comprendre pourquoi, eh bien, la théorie de l'installation va nous donner des explications tout à fait éclairantes. Alors, du côté de la dimension matérielle, eh bien, l'obstacle est massif. Plus de 75% des habitants font leurs courses en hypermarché. Et dans ces hypermarchés, les produits locaux représentent moins de 2% de l'offre. Donc, il est pratiquement impossible d'acheter des produits locaux, quand bien même on en a l'intention. Ou alors, il faut aller dans des circuits alternatifs. Mais ce ne sont pas les circuits dominants. Sur le plan social, les familles n'ont pas l'impression qu'on consomme local autour d'eux. Donc, il n'y a pas une norme perçue qui vient soutenir une pratique balbutiante. Les gens ne le font pas. Et puis, subjectivement, la population a beau être motivée, informée, prête à changer, bien, leur motivation se heurte à un environnement qui rend tout simplement l'action impossible, irréalisable. Alors, la volonté, elle existe, mais le système, en fait, va neutraliser cette volonté. Et ça, c'est vraiment tout l'enjeu. Alors, c'est exactement en fait ce que nous enseignent les sciences comportementales. Comprendre ne suffit pas. Vouloir ne suffit pas. Quelquefois, c'est l'environnement, in fine, qui décide. Et donc, c'est aussi ce qu'on constate en fait dans d'autres domaines, hein, pas que dans le domaine alimentaire, aussi dans le domaine de la santé. On continue souvent à penser que l'information suffit pour produire un changement. Et en réalité, un changement d'attitude n'entraîne pas forcément un changement de comportement. En revanche, et peut-être que c'est là qu'il y a un espoir, on sait qu'il y a des choses qui fonctionnent. C'est d'étudier finement les populations pour les comprendre de l'intérieur, j'allais dire. C'est de réduire les coûts du changement, et pas uniquement les coûts financiers, mais aussi les coûts psychologiques, les coûts logistiques, les coûts cognitifs associés à ce changement. C'est aussi de créer en fait un ensemble d'interventions qui va agir conjointement sur l'individu, sur son environnement et sur le collectif. Et donc, ce qui compte, c'est l'activation en fait des niveaux micro, méso et macro pour aligner les conditions de l'action. Et c'est bien ce qu'on voit à Noisy-le-Grand. Le problème, il n'est pas tellement cognitif, il est surtout structurel. Alors, dans une tentative un petit peu d'aider, moi j'ai essayé de développer un cadre que j'ai appelé Interact pour inclusion territoriale et action communautaire transformatrice. Et l'idée centrale d'Interact est simple. Si on veut changer les comportements de consommation, il faut transformer les systèmes d'accès aux biens et aux services dans les territoires et pas seulement convaincre les individus. Et donc concrètement, Interact va articuler 3 niveaux d'analyse et d'action. Au niveau micro, il s'agit de mesurer les capacités réelles des personnes, c'est-à-dire leurs ressources effectives, les frictions auxquelles elles se heurtent, leur pouvoir d'agir également dans leur environnement. Et à Noisy-le-Grand, on a vu que les capacités étaient limitées non par le manque de motivation, mais par l'absence d'offres accessibles dans les circuits de distribution qui sont dominants. Au niveau méso, le modèle Interact, il va analyser la gouvernance, les coalitions et les asymétries de pouvoir qui vont structurer l'accès aux biens et aux services. Alors, dans notre étude, on s'est aperçu, on le savait déjà, mais que le pouvoir de la grande distribution est tel que l'intégration du local reste totalement marginale. Ce qui va expliquer l'écart entre la demande qui est là et l'offre qui, elle, n'est pas là. Et puis au niveau macro, on va s'intéresser aux réglementations, aux infrastructures, aux instruments publics qui organisent l'accessibilité. Et c'est là que se posent des questions de régulation.
Alors, à la suite de mes recherches à Noisy-le-Grand, j'ai été jusqu'à imaginer l'introduction de quotas de produits locaux en grande distribution pour justement corriger ce déséquilibre structurel. Alors, ce qui me paraît indispensable aussi, c'est d'évaluer en fait tout cela au prisme de la justice sociale, pour comprendre en fait où et pourquoi un système échoue dans ses finalités, qu'il s'agisse de durabilité, d'efficacité ou d'équité. Et puis, je pense qu'il ne faut pas en rester à justement à juste une analyse ou un diagnostic, mais essayer aussi d'aller plus loin. Et donc, le cadre sur lequel je travaille met aussi en avant un ensemble de leviers. Des outils réglementaires et technologiques, des actions sur l'environnement, des dynamiques communautaires, des approches comportementales aussi, et des stratégies de communication. Donc, en fait, Interact, ce travail que je réalise en ce moment, repositionne le changement de comportement comme un problème d'accès, comme un problème de gouvernance et comme un problème de justice, et pas comme un simple problème d'intention. Alors, à partir de là, on peut se poser une question. Que faut-il modifier dans le système pour que les comportements puissent changer? Et là, les réponses des chercheurs sont relativement convergentes, que ce soit en sciences comportementales, que ce soit, je pense, avec le socioscope et les recherches du professeur Laloux. Il faut transformer les environnements d'achat. Il faut rendre les options durables plus visibles, plus accessibles, plus simples. Il faut agir sur les normes sociales pour rendre ces pratiques légitimes et partagées. Et il faut soutenir, bien entendu, les coalitions locales, les initiatives citoyennes sur le terrain. C'est le cas du socioscope. Donc la transition alimentaire, à mon sens, elle ne viendra pas d'un énième appel à la responsabilité individuelle, mais elle viendra d'une transformation des conditions d'action qui rendent certains comportements possibles et d'autres impossibles. En somme, les comportements ne changent que si nous changeons les systèmes qui les produisent. Or, les habitants sont prêts, la population est prête dans la plupart des cas. Ce qui manque, ce ne sont pas les intentions, ce sont certaines structures, certaines règles, certaines offres, de nouvelles normes sociales et surtout un plus grand pouvoir d'agir. Et donc, je pense que c'est en ce sens que l'accord de Paris doit nous guider. Il s'agit d'installer des environnements alimentaires durables, justes et accessibles, afin que les comportements désirables ne soient pas considérés comme des actes d'héroïsme, mais soient simplement rendus possibles et faciles. Merci beaucoup. Finalement, comment dirais-je, on ne change les gens que si la société change, quoi. En fait, c'est un peu ça, hein, si l'environnement change. Alors, c'est très concret. C'est très concret ce qu'elle propose là. Interact, c'est vraiment un exemple d'intervention systémique. Et ça peut tout à fait être pris en charge au niveau local, celui de la municipalité, des associations. Il y aura peut-être quelques blocages qui nécessitent de remonter au niveau réglementaire d'en haut, mais comme il peut y avoir une alliance de municipalités ou de communes, c'est jouable. Et c'est comme ça que ça se passe. C'est exactement la manière d'agir, et c'est très concret. On n'est plus en train de rejeter la responsabilité sur le consommateur ou sur des gouvernements. Tu as donné le lieu d'action, là. et c'est d'ailleurs pour ça que, en ce moment, on dit qu'il n'y aura pas que la vraie transition écologique, climatique, etc., se passe au niveau local, hein, je veux dire, parce que vous avez quantité de communes qui commencent à s'organiser de cette manière. Alors, Philippe, oui. Oui, non, mais je veux bien rebondir et réagir. Oui, c'est ce que je dis. D'accord. Voilà. Philippe. Merci. Non, c'est très intéressant, et puis je partage largement ce que vient de dire notre experte. Ce que je voudrais peut-être rajouter pour montrer pourquoi le tableau effectivement est complexe, alors nos chercheurs, les chercheurs en sciences sociales et économiques parlent souvent du verrouillage socio-technique de ces systèmes. Donc c'est pas si simple une fois qu'on a fait ce constat que les citoyens consommateurs seraient prêts dès lors qu'on leur offrirait plus de choix
à changer leur comportement, mais c'est les systèmes qui ne sont pas efficaces. C'est intéressant de voir pourquoi et comment les systèmes se sont organisés ainsi et verrouillés. Je ne vais pas rentrer dans trop de chiffres, mais peut-être un qui marque un peu les esprits. En 1960, les ménages français consacraient à peu près un tiers du budget à l'alimentation. En 2025, on est tombé à 16%, donc ça a été réduit par 2. C'est le produit d'une évolution que vous connaissez assez largement, développement de l'agriculture, modernisation, caractérisée ensuite d'intensive, voire d'industrielle, ce qui est un petit peu faux à l'échelle de ce qui se passe dans certains pays du monde, mais en tous les cas, c'est sûr qu'il y a une intensification de la production agricole, des augmentations de l'offre alimentaire, en France et dans le monde, au niveau mondial. Entre 1950 et 2000, il y a un triplement de l'offre alimentaire mondiale. Donc, on fait 3 fois plus de production agricole sur 50 ans. Donc, ça accompagne à peu près l'évolution de la démographie. On n'a jamais réussi à régler le problème de la faim parce que c'est pas si simple et qu'il y a beaucoup d'inégalités, de défauts de distribution, d'organisation des filières. Mais c'est vrai qu'il y a eu cette augmentation de production qui s'est accompagné dans les pays dits du Nord ou plus développés par un développement de l'industrie agroalimentaire, qui a permis de libérer du temps aux consommateurs citoyens, aux hommes et aux femmes qui sont rentrés davantage sur le marché du travail. Et donc, la part des aliments transformés que nous consommons aujourd'hui par rapport à ce que faisaient nos grands-parents, elle est près de 80%. La part des produits bruts qu'on consomme s'est réduite. Donc ces chaînes se sont allongées. La grande distribution s'est développée, là aussi, on l'a tous en tête, dans les années 70, 80, 2000, et elle a pris une part plus importante en France que dans d'autres pays dans la distribution alimentaire, comme vous l'avez très bien dit. Tout ça, ça contribue à l'écrasement des coûts de l'alimentation, et ça permet aussi, ça a eu des aspects positifs, de donner un peu plus de budget peut-être pour le logement qui malheureusement prend une part trop importante, notamment pour les ménages les plus modestes en France aujourd'hui et sur lesquels on n'a pas beaucoup de solutions. Sur les transports, quand on s'éloigne parce que le logement est trop cher. Sur le numérique qui contribue aussi au problème de carbone, mais que nous sommes tous addicts. Tout ça a pris des parts croissantes. Et la part de l'alimentation, elle s'est réduite. Donc voilà, on est là aujourd'hui. Et c'est compliqué quand on dit avec un tout petit peu plus, on pourrait faire une alimentation de meilleure qualité, de dire ça aux ménages français et encore plus dans d'autres pays du monde, dans un contexte d'aggravation des difficultés économiques et sociales. Donc il faut qu'on réussisse, et ça passe, et là je rejoins ce qu'ont dit nos collègues jusque-là, très vraisemblablement par à la fois, comme on dit toujours à la COP, une vision globale, comme disait Brundtland, une vision globale et des actions locales, encore plus peut-être dans ce secteur-là que dans d'autres. Et il faut après, et c'est ce qu'essaye de faire INRAE avec ses partenaires à la fois académiques et les parties prenantes, c'est de travailler aux différentes échelles. Donc sur l'alimentation, autre élément pour peut-être quelques chiffres à garder en tête, les nutritionnistes recommandent une forme d'équilibre dans les régimes alimentaires. C'est très discutable parce que les besoins ne sont pas les mêmes tout au long de la vie en fonction des âges, mais aux alentours de 50% de protéines d'origine animale, 50% de protéines végétales. En Europe, en Amérique du Nord, et y compris en France, on est plutôt à 70% de protéines, ou 65-70% de protéines animales. Et globalement, même s'il peut y avoir, et on défend des modèles de systèmes d'élevage durable à l'herbe qui ont un impact moins grand sur les ressources alimentaires, globalement, ce n'est pas durable de généraliser, de faire l'alimentation de 9 à 10 milliards de citoyens de la planète en 2050 avec les ratios de l'Europe du Nord et de l'Amérique du Nord, avec ces 2 tiers, 1 tiers. Donc il faudrait viser les 50-50. Ça fait partie des enjeux d'une alimentation saine et durable. Donc, on produit des modélisations, des systèmes, etc., pour montrer ça. Si on veut préparer ces petits gestes qui nous préparent soit à la grande catastrophe, soit à la façon de l'éviter, il faut qu'on fasse bouger les systèmes agricoles, ce que je disais tout à l'heure. Et la bonne nouvelle quand même, parce qu'on les cherche, les bonnes nouvelles, c'est qu'il y a des options et des solutions agroécologiques qui sont bonnes pour la planète et bonnes pour notre santé. Donc quand on développe des légumineuses, si on arrivait à refaire un peu plus de légumineuses en France, on a plusieurs bénéfices, c'est-à-dire un bénéfice
pour le stockage de carbone dans les sols, le stockage d'azote, un peu moins besoin d'engrais azotés, la couverture des sols, c'est en général bon aussi pour la nappe phréatique, et puis ça produit des légumineuses qui peuvent être utiles soit pour l'alimentation de l'élevage, parce qu'on continuera de consommer des protéines animales, et ça évite de faire venir du soja importé du Brésil, qui a contribué, qui peut encore contribuer à la déforestation, et puis ça permet d'offrir des protéines végétales en complément pour l'alimentation humaine. Mais ça, déjà, ça me prend un peu de temps pour vous le dire. Donc, quand il faut le développer avec des agriculteurs qui sont encore plusieurs centaines de milliers en France, des centaines de coopératives, des milliers de PME, PMI, 5-6 grosses centrales de distribution pour le monter en puissance, quoi, faire cette massification de la transition agroécologique et rendre possible au final des systèmes alimentaires plus diversifiés, sains et durables, bah, c'est effectivement complexe. Donc, on travaille à la fois sur ces briques de solutions agronomiques, nutritionnelles, le partenariat avec les acteurs, et on investit beaucoup dans les territoires. Je suis d'accord avec vous, je pense que c'est là que beaucoup de choses se jouent. Donc, on a le concept de Living Lab, que certains d'entre vous connaissent, les laboratoires vivants en bon français, qui ont été plutôt développés historiquement par nos amis québécois, canadiens, et qu'on a développé depuis un certain nombre d'années en France. Donc, c'est des lieux où on va faire de l'innovation ouverte avec des acteurs qui ont envie de s'engager. C'est un peu le socioscope, c'est-à-dire des fermes, des transformateurs, des circuits courts et des chercheurs. Alison Loconto, ma collègue qui est là dans la salle, a suivi ça et coordonne un peu l'ensemble de nos réseaux avec des partenaires dans le monde entier. Et puis, il y a un enjeu qu'on n'a pas encore évoqué qui est, je pense, intéressant, c'est la restauration collective. Parce que la restauration collective, c'est 10% des comportements alimentaires. Donc, c'est une autre façon d'approcher le consommateur, qui n'a pas forcément encore le produit local, mais si on s'organise avec les filières pour livrer la restauration des écoles, la restauration des universités, des collèges, on touche les nouvelles générations et on va leur offrir une diversité. Et là, on a développé des actions très intéressantes, notamment toujours en Bourgogne, à Dijon, avec le Crous, et on est en train de généraliser ça au niveau national. Comme l'heure tourne et que je vois que certains de nos collègues doivent peut-être avancer, je vais m'arrêter là, mais c'est un énorme travail tourné autour de cette vision globale de l'acquisition de connaissances, de recherche et d'innovation qu'on va partager avec les entreprises, les coopératives, et puis de l'implication, ce qui est récent quand même, des chercheurs dans des projets territoriaux comme ceux que vous évoquiez. J'ai quand même, malgré l'heure, envie de te poser une seule question. Comment on fait à l'INRAE pour concilier le progrès des comportements alimentaires et le progrès moindre des comportements agricoles? Alors, c'est assez facile. Il faut toujours dire c'est assez facile. Enfin, c'est une petite règle que j'essaye de tenir, que j'ai appris peut-être de qui tu sais ou d'autres. C'est toujours tenir ce qu'on dit, dire ce qu'on dit et faire dire ce qu'on fait et faire ce qu'on dit, et puis tenir les mêmes éléments de diagnostic et d'humilité dans toutes les circonstances. Donc les diagnostics tels qu'on les partage, dans les assemblées avec le monde agricole, on les partage aussi. Alors, et il y a quelque chose qui nous aide, et c'est plus ou moins compris. C'est souvent des fois des petits écarts de communication qui peuvent embraser une situation. Ça a pu nous arriver, on a été critiqué INRAE, soit parce qu'on était trop agroécologique, parce qu'on voulait aller trop vite sur la sortie des pesticides, ou parce qu'on voulait aller trop vite sur la végétalisation de l'alimentation. Ça, voilà, c'est 50 termes sur un tweet, et ça peut effectivement bien dégrader, bien pourrir nos trucs. Mais dans la réalité, c'est ce que je dis à chaque fois qu'on est dans les situations, c'est ce qu'on a dit et redit, c'est pas ça du tout sur lequel on travaille et ce qu'on promeut. On est à peu près comme vous venez de le dire là, et il faut reconnaître que c'est pas facile d'être un agriculteur dans la plupart des situations aujourd'hui dans la planète, et y compris en France, avec cette variabilité climatique et ces impacts qui augmentent, avec la pression de la grande distribution des industriels et des marges et des revenus qui sont serrés. Donc déjà, reconnaître que leur situation n'est pas simple, c'est pas juste
des gens bornés qui voudraient pas progresser, qui seraient rétifs à l'écologie, etc. C'est des acteurs sous contrainte, donc il faut essayer de bien comprendre le niveau de contrainte agronomique, agricole, pourquoi ils sont insérés dans ces longs systèmes avec très peu de marge de manœuvre. Et une fois qu'on a dit ça, qu'on dit attendez, vous n'êtes pas du tout, on a besoin de vous, sans vous, on s'arrêtera de manger assez vite. Et donc vous êtes les acteurs de base des solutions de demain. Mais par contre, ce qu'on peut vous dire, c'est que votre système agricole d'aujourd'hui fonctionnera plus en 2040, soit parce qu'il n'y aura plus assez d'eau, soit parce que vous aurez plus de clients. Et donc, c'est le moment aussi de penser pour vous, vos enfants ou ceux qui vont reprendre, qui ne sont pas forcément des enfants d'agriculteurs, votre exploitation, comment le faire évoluer. Et moi, je rentre toujours par l'adaptation au climat, qui malheureusement est devenu un peu un allié, un levier de transition pour leur dire, voilà, on a dans votre territoire la carte agroclimatique de 2040. Donc là, vous êtes où? Ah, vous êtes en Poitou-Charentes, un territoire qui était cher. On va regarder, vous êtes là aujourd'hui, on va regarder le climat de 2040-2050, l'évolution de la ressource en eau. On a des données extraordinaires dans la recherche. Donc on a les données du GIEC mondial, mais déclinées au niveau local, qui nous permettent de faire des projections agroclimatiques. On a fait un très beau travail qui s'appelle Explore 2, vous pouvez consulter pour les plus férus, sur notre site, où on regarde l'évolution des ressources hydriques au niveau des territoires à une maille très fine. Et donc, on peut prédire de façon assez raisonnable quelle sera la ressource en eau en 2050. Donc, quand tu croises ressources en eau à l'échelle d'un territoire en 2050, évolution du climat, qualité des sols, évolution de la démographie, perspective sur les comportements des consommateurs, et ben là, ce que vous faites là, ça ne marchera plus du tout. Donc, si vous démarrez maintenant et si on démarre ensemble, dans les 5 à 10 ans, on peut encore bouger. Donc, mais ça va être dur et vous avez besoin d'être soutenu. On a besoin de politique publique, sinon on n'y arrivera pas. Quand tu dis ça, en général, ça se passe bien. Bon, donc tu es forcément moins pessimiste maintenant. Avec des gens comme ça. Voilà, bien sûr. Bon, bah écoutez, on est toujours un peu frustré par, je pense qu'il y a personne qui aurait peut-être voulu poser des questions, mais oui, vous auriez pas voulu poser une question. Alors, posez-la. Après, on est obligé de clore, nous, pour... L'évolution des agriculteurs assez faible, je suis un peu moins d'accord avec vous. Mais par exemple, une réglementation impose les transformations alimentaires. Par exemple, on parler du poulet, où les Français, les producteurs français ont essayé de monter en qualité et de faire des efforts, et derrière, des traités leur imposent des poulets qui viennent du Brésil, d'Ukraine, et maintenant il y a 60% des poulets qui sont vendus en France qui viennent de l'étranger. On peut parler de l'élevage. Vous donnez l'exemple du producteur qui fait du lait plus cher et qui produit moins et qui vend plus cher, mais en face, il faut qu'il y ait un acheteur. Alors vous le disiez vous-même que la part des revenus des familles a beaucoup baissé parce que non, c'est plus le loisir, plus que ça. Puis on prend moins de temps. Qui cuisine tous les jours ici ce soir? J'aimerais faire un petit sondage. Enfin, donc il y a plein d'éléments comme ça qui font que les réglementations sont contradictoires. On demande aux agriculteurs, vous parlez des pesticides, on demande de diminuer ça, mais en échange, on ne donne pas les solutions pour que les agriculteurs puissent sauver leur récolte. On le voit pour les noix, on le voit pour les carottes des sables. Sans ici, il n'y a plus de carottes des sables. Enfin, il y a plein d'exemples comme ça où c'est hyper contradictoire. Donc, on demande des choses aux agriculteurs et derrière, l'État leur impose des choses qui sont complètement contradictoires et ce qui fait que des producteurs de poulets disparaissent, des producteurs disparaissent parce que ils peuvent plus produire parce qu'on leur supprime des produits, parce qu'on surtranspose des normes européennes et derrière, ou alors ils peuvent plus produire parce qu'il n'y a plus d'acheteurs en face parce qu'ils font du bio et vous voyez bien que le bio baisse, les consommations bio baissent très régulièrement en France. Alors, vous avez raison, c'est compliqué. Et c'est compliqué, il y a des intérêts divergents. Et c'est précisément ce qu'on essaye de voir et de mettre en évidence et de montrer les solutions qui marchent. Et on peut s'inspirer de modèles qui ont été mis en place dans différents endroits, parfois très loin, parfois tout près. Nous, ce qu'on voit, et c'est ça qui me donne espoir, même si je suis un prophète de mauvais augure, c'est que, comme je vous le disais au début, il y a énormément d'initiatives qui marchent et que si les choses paraissent impossibles quand on ne discute pas, quand on essaie de regarder ensemble ce qui pourrait être fait, souvent on arrive à trouver des solutions. Alors, c'est pas des solutions qui satisfont complètement chacun. On fait tous des concessions, mais l'expérience montre qu'on arrive quand même à progresser. Et la première réaction qu'on a
parce qu'on est des animaux et qu'on est fait comme ça, en situation de stress, c'est d'agresser, d'essayer de trouver un responsable. Et la meilleure manière d'éviter que ça dégénère, comme on le voit dans d'autres pays, et je prendrai les exemples des États-Unis en ce moment où les insatisfactions créent une polarisation et peut-être bientôt de la violence, j'espère que non, ben, il faut essayer de discuter calmement et de voir effectivement comment est-ce qu'on peut s'arranger, sachant qu'on est dans la même barque de toute façon. Voilà. Merci. Tu es avant tout, avant d'être pessimiste, un conciliateur. Alors, moi, je vais être obligée d'arrêter là pour des raisons de contraintes matérielles. Je tiens vraiment à vous remercier beaucoup, Marie-Laure, Philippe, et toi, Sadi, pour cette célébration un peu originale de l'accord de Paris, parce que là, partout dans Paris, tout le monde parle du carbone, etc. Mais nous, finalement, on parle de ce que à Belém et au Brésil, on appelle le bien vivre, parce que manger, c'est quand même partie du bien vivre, donc c'est quand même plus agréable. Et puis, pour essayer de vous faire sourire, vous avez vu la complémentarité de la gouvernance de l'IEA, puisque moi, je vous ai dit que de plus en plus à Belém, on insistait sur l'humain, et ça dit conclut en disant que nous sommes des animaux. Merci.